Un avocat millionnaire sort du tribunal et trouve une femme sans abri malade, effondrée sur le trottoir, tremblant de fièvre. Mais lorsqu'il découvre qui elle est et pourquoi elle est là, son monde s'effondre complètement. Avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. La pluie battait les marches du palais de justice avec une intensité qui semblait vouloir laver toute la ville. François Valence ajusta sa cravate italienne tout en observant les gouttes s'écraser contre la vitre blindée de son bureau au dernier étage. Ses yeux, toujours calculateurs, parcoururent la maquette de l'imposant centre juridico-commercial qui serait bientôt érigé. Ce projet pharaonique était sa dernière carte pour reconquérir l'opinion publique après les récentes accusations éthiques qui avaient entaché sa réputation. Son fils et associé, Marcel Valence, entra dans la pièce sans frapper, comme à son habitude. « Père, les documents pour l'audience de demain sont prêts. Avec l'approbation du Conseil, nous pourrons commencer la démolition du refuge dès la semaine prochaine. » François se contenta d'acquiescer sans détourner son regard de la fenêtre. Il y avait quelque chose de différent dans l'air ce soir-là, une inquiétude qu'il n'arrivait pas à nommer. Son téléphone vibra une fois de plus. C'était Sophie, son attachée de presse, qui insistait pour qu'il s'exprime sur les dernières accusations. François ignora le message. En 40 ans de carrière, il avait appris que le silence était parfois la meilleure défense. Ses mains effleurèrent le projet architectural posé sur la table, un bâtiment de 30 étages, tout en verre et en acier, qui s'élèverait sur le terrain où fonctionnait aujourd'hui le refuge Notre-Dame-de-Grâce. « Vous n'avez pas l'air bien, père », commenta Marcel, étudiant l'expression du patriarche. « Ce n'est que de la fatigue », répondit François, mais il savait que c'était plus que cela. Les dernières semaines avaient été un tourbillon de gros titres négatifs et de chuchotements dans les couloirs du tribunal. Sa réputation, méticuleusement construite au fil des décennies, était remise en question de toutes parts. L'après-midi s'étira entre appels téléphoniques et réunions. Quand il décida enfin de partir, il était déjà plus de 9 heures du soir. La pluie s'était intensifiée, transformant les rues du centre-ville en petites rivières. En descendant les escaliers du palais, quelque chose attira son attention, une silhouette recroquevillée près de l'entrée. C'était une jeune fille, apparemment inconsciente, vêtue de vêtements trempés, serrant contre sa poitrine une enveloppe jaunie. Son premier réflexe fut d'appeler la sécurité, comme il le faisait toujours face à des situations inconvenantes. Mais quelque chose le retint. C'était peut-être le visage de la jeune fille, qui même dans la pénombre transmettait une familiarité inexplicable, ou peut-être était-ce simplement la fatigue qui brisait ses défenses si bien construites. Il s'approcha avec prudence. « Mademoiselle, m'entendez-vous » Pas de réponse. Sa peau était beaucoup trop chaude, malgré la pluie froide. François toucha son pouls. Il était faible, mais présent. Pour la première fois depuis des années, il agit par instinct, non par calcul. Il demanda à son chauffeur de l'aider à mettre la jeune fille dans la voiture et ordonna qu'ils se rendent à l'hôpital le plus proche. Pendant le trajet, la jeune fille murmurait des paroles décousues, serrant encore plus l'enveloppe contre elle. François remarqua que ses ongles étaient violets et sa respiration difficile. À l'hôpital, les médecins l'emmenèrent immédiatement aux urgences, diagnostiquant une pneumonie grave et une condition cardiaque qui nécessiterait des examens plus détaillés. François aurait pu partir à ce moment-là. Après tout, il avait déjà fait plus qu'il ne faisait habituellement pour des étrangers. Mais quelque chose le retenait là, une curiosité qu'il ne comprenait pas lui-même. Lorsque l'infirmière apporta les affaires de la patiente, y compris l'enveloppe maintenant froissée et humide, il demanda la permission de l'examiner, prétextant chercher une identification. Ses mains tremblèrent en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une vieille photographie jaunie par le temps et une lettre. La photo le frappa comme un coup de poing. C'était lui-même, 20 ans plus jeune, aux côtés d'Hélène, son premier et unique véritable amour. Même Hélène que sa famille avait éloigné de lui quand ils avaient découvert leur relation, alléguant des différences sociales irréconciliables. La même Hélène qui avait disparu sans laisser de traces, emportant avec elle des secrets qui seulement maintenant, des décennies plus tard, commençaient à émerger. François s'assit lourdement sur la chaise du couloir de l'hôpital, sentant
le poids de chaque mot de la lettre qu'il commençait à lire. Sa vision se brouilla et pour la première fois depuis de nombreuses années, ce n'était pas à cause de l'âge. La pluie continuait de tomber dehors, mais elle semblait maintenant laver non seulement la ville, mais aussi les couches de froideur qu'il avait construites tout au long d'une vie entière. D'une main tremblante, François déplia la lettre. L'écriture élégante et vieillie appartenait à Madame Amélie, la mère d'Hélène. Les mots semblaient bondir du papier, révélant une vérité qu'il n'aurait jamais imaginé exister. « Cher François, si cette lettre vous est parvenue, cela signifie que mon arrière-petite-fille a réussi à vous trouver. Oui, vous avez une petite-fille. Hélène était enceinte lorsque votre famille l'a éloignée de vous. Elle a élevé notre Laure seule, avec la dignité et l'amour qui ont toujours été sa marque. Laure a grandi en devenant une artiste talentueuse, comme sa mère, et nous a offert le cadeau le plus précieux. Béatrice, la jeune fille qui a maintenant tant besoin de vous. Béatrice est née avec une condition cardiaque rare, la même qui nous a tant inquiétés chez sa mère. Hélène n'a jamais voulu que vous sachiez pour sa grossesse, craignant que votre famille ne cause encore plus de douleur. Elle a quitté ce monde très jeune, laissant Laure à mes soins. Et maintenant, Laure n'est plus parmi nous non plus, ne laissant que moi pour prendre soin de Béatrice. François, je suis vieille et malade. Béatrice a besoin d'un traitement spécialisé, mais sans documents et sans ressources, tous les hôpitaux la rejettent. Je sais que vous avez construit une vie différente, que vous êtes un homme puissant maintenant. Je ne demande rien au-delà de ce que votre cœur vous dictera. Mais vous devez connaître la vérité. Vous avez une petite fille, et elle porte non seulement votre génétique, mais aussi l'esprit déterminé d'Hélène. L'avocat ferma les yeux, laissant les souvenirs l'envahir. Hélène, avec ses robes fleuries et son sourire lumineux, ses rêves de devenir artiste, sa douce façon de voir la beauté en tout. Comment n'avait-il pas réalisé plus tôt? La jeune fille inconsciente avait les mêmes traits délicats, la même forme de visage. C'était comme voir un fantôme du passé matérialisé dans le présent. L'infirmière s'approcha, interrompant ses pensées. « Monsieur Valence, la patiente est stable, mais nous devons faire plus d'examens. Elle présente une cardiopathie congénitale grave qui nécessite une attention immédiate. » François acquiesça, encore étourdi. « Faites tous les examens nécessaires. Je me charge de toutes les dépenses. » Pendant qu'il attendait, il fouilla le reste de l'enveloppe. Il y trouva d'autres photographies. Hélène, enceinte, souriant, avec la main sur son ventre, un bébé nouveau-né dans les bras de sa mère, une petite fille peignant à l'aquarelle exactement comme sa mère, Laure, sa fille, grandissant sans qu'il connaisse son existence, et enfin des photos de Béatrice à différents âges, toujours avec un sourire identique à celui d'Hélène. Son téléphone ne cessait de sonner. Marcel était hystérique, lui rappelant l'importance de l'audience du lendemain. Le centre juridique, les accusations, sa réputation, tout semblait si insignifiant maintenant. Comment avait-il pu passer des décennies à construire un empire basé sur les apparences, tandis que sa véritable famille vivait en marge de la société? La nuit avança lentement à l'hôpital. François resta assis sur cette chaise inconfortable, revivant chaque moment passé avec Hélène, imaginant comment cela aurait été s'il s'était davantage battu pour son amour, s'il avait défié sa famille. Les larmes, contenues depuis si longtemps, trouvèrent enfin leur chemin. Au matin, Béatrice connut une brève amélioration et reprit conscience. Ses yeux, en rencontrant ceux de son grand-père, montrèrent de la reconnaissance. Elle savait qui il était. Elle essaya de parler, mais le masque à oxygène et la faiblesse l'en empêchèrent. Elle tendit seulement sa main tremblante vers lui. François prit cette main fragile, ressentant un amour inconditionnel qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Ce n'était pas l'amour calculé qu'il vouait aux affaires, ni l'amour contrôlé qu'il maintenait dans ses relations familiales. C'était quelque chose de primitif, de viscéral, comme si un morceau de son âme avait enfin trouvé sa place. À quelques kilomètres de là, le soleil se levait sur le terrain du refuge Notre-Dame-de-Grâce, où les machines de démolition attendaient le feu vert pour commencer les travaux. Mais François Valence n'était plus le même homme qui avait planifié cette destruction. Dans sa poitrine, quelque chose de bien plus grand qu'un empire juridique commençait à se construire, la chance de racheter un passé d'absence et de construire un avenir fondé sur l'amour et la vérité. Le cabinet Valence et Associés bouillonnait ce matin-là.
Marcel faisait les 100 pas, alternant entre appels téléphoniques frénétiques et regards anxieux vers la porte. Son père, le puissant François Valence, n'était pas apparu pour l'audience la plus importante de l'année. Les secrétaires échangèrent des regards nerveux, tandis que les associés chuchotaient dans les coins. « Où est votre père, Marcel ?» La voix grave du président du conseil de la ville résonna dans la salle de réunion. L'audience pour l'approbation du centre juridique ne peut pas être reportée. Il y a trop d'intérêt en jeu. Marcel déglutit, sentant la sueur couler sur son front. Il doit être en route, monsieur. Il a eu un imprévu. L'imprévu en question dormait encore dans la chambre 405 de l'hôpital Sainte-Claire. François observait le sommeil agité de Béatrice, sa petite fille récemment découverte, tandis que les médecins discutaient du complexe tableau clinique de la jeune fille. La pneumonie n'était que la partie émergée de l'iceberg. Sa condition cardiaque exigeait une intervention urgente. Monsieur Valence, le docteur Marine, cardiologue en chef, s'approcha avec un dossier d'examen. Les résultats ne sont pas encourageants. Béatrice nécessite une procédure spécifique et il y a une possibilité que la compatibilité génétique soit cruciale pour le succès du traitement. Elle fit une pause, étudiant la réaction de l'avocat. Seriez-vous disposé à faire des tests de compatibilité? Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra une fois de plus. C'était Sophie, son attachée de presse. « Maître François, la presse spécule sur votre absence. Il y a des rumeurs selon lesquelles vous auriez fui les accusations éthiques. Nous avons besoin d'une prise de position urgente. » Il raccrocha, sentant le poids de 40 ans de carrière peser sur ses épaules. Au cabinet, Marcel essayait de gagner du temps. « Messieurs du conseil, je peux présenter le projet au nom de mon père. » Mais il fut interrompu par des murmures de désapprobation. « Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne, jeune homme, » répondit le président. « Votre père doit être présent pour assumer les engagements sociaux qu'exige le projet. » Engagements sociaux. La phrase résonna dans l'esprit de François tandis qu'il observait Béatrice. Quels engagements comptaient vraiment? Ceux qu'il avait pris envers les investisseurs et les politiciens, ou ceux qu'il avait négligés envers sa propre famille? L'enveloppe contenant les vieilles photos pesait dans sa poche comme du plomb. Une infirmière entra dans la chambre, apportant plus de médicaments. « Elle a demandé après vous quand elle s'est réveillée tout à l'heure, » commenta-t-elle gentiment. « Elle a dit qu'elle avait attendu ce moment très longtemps. » François sentit un nœud dans sa gorge. Combien d'autres moments avait-il manqué? Combien de premiers mots, premiers pas, premiers sourires de sa fille Laure n'avait-il pas vu? Dans le couloir de l'hôpital, il trouva une petite chapelle. Il s'assit sur le dernier banc, laissant les souvenirs l'envahir. Hélène a 18 ans, peignant un coucher de soleil dans le parc. Hélène riant de ses tentatives maladroites d'apprendre à danser. Hélène pleurant quand il lui avait dit qu'il devait se séparer, que sa famille n'accepterait jamais cet amour, qu'il avait été sot, qu'il avait été lâche. Son téléphone sonna à nouveau, c'était un numéro inconnu. « Allô ?» La voix à l'autre bout était faible mais déterminée. « François, c'est Amélie, la grand-mère de Laure, l'arrière-grand-mère de Béatrice. » Il sentit son cœur s'accélérer. « Madame Amélie, je viens de tout découvrir. Pourquoi ne m'avez-vous pas contacté plus tôt ?» Un soupir fatigué précéda la réponse. « Nous avons essayé, François, plusieurs fois, mais vos secrétaires disaient toujours que vous étiez occupé. Et quand Laure est tombée malade, sa voix faiblit. Elle a essayé de vous trouver. Elle a laissé des lettres, des messages. Je pense que quelqu'un les a interceptés. » Cette révélation le frappa comme la foudre. Une seule personne était autorisée à filtrer sa correspondance personnelle. Marcel. Son propre fils aurait-il pu dissimuler l'existence de sa sœur? L'idée était trop perturbante pour être traitée dans l'immédiat. « Je dois voir madame, » dit François, essayant de garder une voix ferme. « Il y a un journal. Laure a laissé un journal pour Béatrice. Il est avec moi. »« Je pense que vous devriez le lire, » répondit Amélie. « Venez chez moi. Il y a beaucoup de choses dont nous devons parler. » En raccrochant, il remarqua plusieurs messages non lus. L'un d'eux était un lien vers une vidéo qui commençait à devenir virale sur les réseaux sociaux. D'une main tremblante, il cliqua. À l'écran, une jeune femme aux cheveux noirs et aux yeux brillants souriait à la caméra. C'était Laure, sa fille, enceinte de Béatrice, enregistrant un témoignage qu'il n'aurait jamais dû attendre si longtemps pour voir. De retour dans la chambre 405, Béatrice s'était réveillée. Ses yeux,
si semblables à ceux d'Hélène, fixaient son grand-père avec un mélange d'espoir et de chagrin. « Tu as mis du temps », murmura-t-elle à travers le masque à oxygène. François s'approcha du lit, sentant chaque pas comme s'il portait le poids du monde. « Je sais, ma chérie, je sais. » La maison de Madame Amélie se trouvait dans un vieux quartier de la ville, avec des rues bordées d'arbres et des maisons racontant des histoires à travers leurs murs écaillés. François gara sa Mercedes sur le trottoir irrégulier, se sentant déplacé dans ce décor si éloigné de son monde de verre et d'acier. La dame qui ouvrit la porte avait les cheveux blancs comme neige et des yeux qui portaient le poids de nombreux secrets gardés. « Entrez, François, dit-elle, sa voix étonnamment forte pour quelqu'un d'aussi fragile. Le café est prêt et le passé nous attend. » Le salon était rempli de tableaux, œuvres d'Hélène et de Laure, supposa-t-il, paysages, portraits, moments figés dans la peinture et l'émotion. Dans un coin, un petit chevalet soutenait une toile inachevée, le dernier travail de Béatrice avant que son état ne s'aggrave. « Elle peint comme sa mère et sa grand-mère », commenta Amélie, suivant son regard. « C'est comme si le talent coulait à travers les générations, tout comme la maladie du cœur. » Elle se dirigea vers un vieux secrétaire et en sortit un carnet relié de cuir vert. « Voici le journal de Laure. Elle a commencé à l'écrire quand elle a découvert qu'elle était enceinte de Béatrice. » François reçut le journal avec révérence. En l'ouvrant, un morceau de papier plié tomba sur ses genoux. C'était un ancien examen médical. Laure a découvert sa grossesse le même jour où elle a appris que sa condition cardiaque s'aggravait, expliqua Amélie. Les médecins ont suggéré qu'elle interrompe la grossesse, mais elle était têtue comme Hélène. Elle a dit que sa fille méritait une chance de vivre. Les pages du journal révélaient une jeune femme déterminée à laisser un héritage d'amour à sa fille. Laure écrivait sur ses peurs, ses espoirs, et surtout sur le père qu'elle n'avait jamais connu. « Chère Béatrice, disait une entrée, ton grand-père a les yeux les plus gentils que j'ai jamais vus, même s'il essaie de cacher cette gentillesse derrière des costumes chers et des mots durs. Je le sais parce que je garde la photo de lui avec ta grand-mère Hélène, et sur cette photo, il sourit avec les yeux. » Un bruit à la porte interrompit la lecture. C'était Sophie, son attachée de presse, qui l'avait apparemment suivi. « Maître François, pardonnez l'intrusion, mais la situation est critique. La vidéo de votre fille se répand comme une traînée de poudre. La presse veut des réponses, les investisseurs sont nerveux, et votre fils, Marcel tient une conférence de presse en ce moment. » François alluma la vieille télévision du salon, se branchant sur la chaîne d'information. Marcel y était, son visage un masque d'inquiétude étudié. « Mon père traverse un moment délicat. Malheureusement, des personnes sans scrupules tentent de profiter de sa bonté, inventant des histoires sur de supposés parents pour extorquer de l'argent à notre famille. » La colère monta dans la gorge de François comme de la bile, mais avant qu'il ne puisse réagir, son téléphone sonna. C'était l'hôpital. « Monsieur Valence, Béatrice présente des symptômes préoccupants. Nous avons besoin d'une autorisation. Pour certaines procédures urgentes. » Amélie toucha doucement son bras. « Allez-y, dit-elle. Votre petite fille a besoin de vous maintenant. Le passé peut attendre quelques heures de plus. » Avant qu'il ne parte, elle ajouta « François, il y a quelque chose que vous devez savoir à propos de Laure. Quelque chose que nous avons découvert récemment dans les archives de l'hôpital où elle a été internée. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, déjà à la porte. « Les registres. Sans confus, mais il y a des indications qu'elle a été transférée dans un établissement dans une autre région après l'accouchement. Le plus étrange est que le dossier indique qu'elle a survécu pendant un certain temps après cela. François, il existe la possibilité que... » Il n'est pas resté pour entendre le reste. Son cœur battait de façon désordonnée alors qu'il conduisait vers l'hôpital. Laure pourrait-elle être vivante? Serait-il possible qu'en plus de sa petite fille, il puisse aussi retrouver sa fille? Et pourquoi les dossiers médicaux présentaient-ils des informations aussi contradictoires? Dans le hall de l'hôpital, une foule de journalistes l'attendait. Les caméras clignotaient, des microphones étaient poussés dans sa direction. « Maître Valence, confirmez-vous avoir une fille inconnue? Est-il vrai que votre petite fille est hospitalisée dans un état grave? Comment répondez-vous aux accusations de votre fils concernant une tentative d'extorsion? » Pour la première fois de sa carrière, François Valence n'avait pas de réponse préparée.
Il n'y avait pas de stratégie juridique qui puisse le protéger maintenant. Seule la vérité, crue, douloureuse et libératrice, pouvait ouvrir un chemin à travers cette tempête qu'il avait lui-même, par ses choix passés, contribué à créer. François traversa le couloir de l'hôpital comme une tempête silencieuse, ignorant les flashs des caméras et les questions des journalistes. En arrivant à la chambre de Béatrice, il trouva Marcel déjà à l'intérieur, penché sur la petite fille qu'il niait publiquement. Le sang de François bouillonna en voyant son fils là, après la conférence de presse diffamatoire. « Que fais-tu ici ?» La voix de François trancha l'air comme un rasoir. Marcel se retourna lentement, son visage un masque de fausse préoccupation. « Père, je suis venu essayer de résoudre cette situation. Cette fille et toute cette histoire sont en train de détruire tout ce que nous avons construit. » Béatrice, même faible, gardait les yeux fixés sur Marcel, un mélange de peur et de défi dans son regard. Le moniteur cardiaque à côté du lit enregistrait des battements accélérés. « Sors !» ordonna François, sa voix tremblant de colère. « Contenu. Sors avant que j'oublie que tu es mon fils. »« Ton fils ?» Marcel rit sans humour. « C'est drôle comme soudain la famille est devenue si importante pour toi, père. Où était ce côté paternel quand j'en avais besoin? Ça a toujours été les affaires d'abord, n'est-ce pas? Et maintenant tu veux tout jeter par la fenêtre, à cause d'une histoire mal racontée. » Une infirmière entra précipitamment dans la chambre, alertée par les signes vitaux altérés de Béatrice. « Messieurs, s'il vous plaît, vous devez sortir. La patiente ne peut pas subir ce genre de stress. » Mais avant qu'il ne sorte, Béatrice rassembla ses forces pour parler, sa voix faible mais déterminée. « Tu savais, tu as toujours su pour nous. » Marcel se figea un instant, et cette hésitation fut toute la confirmation dont François avait besoin. « Que veut-elle dire par là, Marcel ?» La question sortit comme un grondement bas. Son fils ajusta sa cravate, retrouvant sa contenance. « Ne sois pas ridicule, père, elle délire. » Mais Béatrice continua, chaque mot lui coûtant un effort visible. « Les lettres. Je t'ai vu dans le bureau de grand-mère Laure, il y a 3 ans. » Sa voix faiblit, et l'infirmière plaça immédiatement le masque à oxygène sur son visage. « Ça suffit. Tout le monde dehors, maintenant !» ordonna la professionnelle. Dans le couloir, père et fils se faisaient face comme 2 gladiateurs avant un combat mortel. « Combien de fois, Marcel? Combien de fois as-tu intercepté des tentatives de contact? Combien de lettres as-tu cachées? Combien de demandes d'aide as-tu ignorées? J'ai fait ce qui devait être fait pour protéger l'empire que tu as construit. » Marcel explosa. « Tu crois que c'était facile? Grandir avec l'ombre du grand François Valence au-dessus de moi? Toujours essayer de prouver ma valeur? Toujours essayer de montrer que j'étais digne de ton héritage? Et puis ces gens apparaissent, menaçant tout. Quelle personne, Marcel? Ta sœur, ta nièce? C'est de cela que tu as si peur. » François s'approcha de son fils, sa voix maintenant dangereusement calme. « Dis-moi une chose. Quand Laure a essayé de me trouver, quand elle était malade, tu as aussi protégé notre empire. » Le silence de Marcel fut assourdissant. À ce moment, Dr Marine apparut avec un dossier d'examen, interrompant la confrontation. « Maître Valence, nous devons parler des résultats des tests de compatibilité. » Elle regarda du père au fils, sentant la tension dans l'air. En privé, si possible. François suivit la médecin jusqu'à son bureau, laissant Marcel seul avec ses démons dans le couloir. Le docteur Marine ferma la porte et ouvrit le dossier sur la table. « Les résultats sont surprenants, maître Valence. La compatibilité génétique entre vous et Béatrice est incontestable. Mais nous avons trouvé autre chose dans les examens. » Elle hésita, réorganisant nerveusement les papiers. Le groupe sanguin et d'autres marqueurs génétiques de Béatrice présentent une particularité intéressante. Il existe un schéma qui ne serait possible que si... Elle fit une pause, choisissant ses mots. Si sa mère, Laure, avait une condition génétique spécifique, une condition qui, selon ses examens, existe toujours. Maître Valence, cela signifie qu'il y a une forte possibilité que votre fille soit vivante. Le monde sembla tourner autour de François. Il s'appuya sur la table pour ne pas tomber. Laure vivante, après tout ce temps. Comment est-ce possible? Je ne peux pas en être absolument certaine, mais les marqueurs ne mentent pas. Et il y a plus.
Nous avons trouvé des registres d'un traitement expérimental effectué dans un hôpital de la région voisine, il y a environ 15 ans. Le nom de la patiente a été gardé confidentiel, mais les caractéristiques cliniques correspondant à celles de votre fille. Avant que François ne puisse complètement assimiler cette information, son téléphone vibra. C'était un message de Sophie. « Maître François, vous devez voir cela immédiatement. Quelqu'un a divulgué d'anciens documents du cabinet. Ce sont des registres de transfert bancaire vers un hôpital dans une autre région, tous signés par Marcel. » La nuit tombait sur la ville lorsque François se permit enfin d'ouvrir le journal de Laure. Assis dans le fauteuil de la chambre d'hôpital, tandis que Béatrice dormait, il commença à lire les mots de sa fille, chaque page révélant un peu plus du puzzle qu'était sa vie. « Chère Béatrice, aujourd'hui, j'ai découvert que je suis enceinte de toi. Les médecins disent que c'est risqué, que mon cœur pourrait ne pas tenir. Mais quand j'ai entendu ton petit cœur battre pour la première fois, j'ai su que je ferais n'importe quoi pour te mettre au monde. Tu es mon chef-d'œuvre, mon plus grand acte d'amour. Je peins ton portrait tous les jours, imaginant comment tu seras. Auras-tu les yeux de grand-père François? Le sourire de grand-mère Hélène? Grand-mère Amélie dit que tu seras une artiste, comme nous toutes. 3 générations de femmes peignant leurs rêves sur les toiles de la vie. Aujourd'hui, j'ai encore essayé de trouver ton grand-père. Je suis allé à son bureau, mais l'oncle Marcel était là. Il m'a vu, Béatrice. Je suis sûr qu'il m'a reconnu. Je porte le visage de maman Hélène avec moi, après tout. Mais il a fait semblant que j'étais juste une cliente de plus et m'a dit de prendre rendez-vous. Quand j'ai insisté, il a menacé d'appeler la sécurité. Je n'ai pas abandonné. J'ai laissé des lettres, des photos. J'ai essayé tous les moyens. Possible. Ton grand-père est un homme important maintenant, tout le monde le dit. Il a construit un empire de ses propres mains. Parfois, quand je passe devant son bureau, j'imagine comment ce serait s'il savait pour nous. Serait-il fier de mes peintures? Sourirait-il en te voyant jouer? François ferma les yeux, les larmes coulant librement. Chaque mot était un poignard dans son cœur. Il continua à lire. « Ma tension est très élevée aujourd'hui et le médecin est inquiet. Mais tu es forte, ma petite guerrière. Je sens tes coups de pied, ta volonté de vivre. J'ai peint tout un tableau aujourd'hui, toi et moi, main dans la main marchant dans un champ de tournesol. Grand-mère Amélie dit que je deviens trop faible pour peindre. Mais comment puis-je arrêter? L'art est notre langage, notre héritage. J'ai découvert quelque chose d'étrange aujourd'hui. Oncle Marcel fait des visites régulières à l'hôpital. Les infirmiers ont commenté qu'il pose des questions sur mon état, sur le bébé. Pourquoi? S'en soucierait-il s'il n'a jamais voulu que son père sache pour nous? Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça, mais je suis trop fatigué pour enquêter. Les pages suivantes étaient tachées, certains mots brouillés par d'anciennes larmes. L'écriture devenait plus tremblante à mesure qu'elle avançait. « Ma chère fille, je ne sais pas combien de temps il me reste. Les médecins parlent de transfert vers un hôpital spécialisé, de traitement expérimental. Oncle Marcel est apparu aujourd'hui avec des papiers à signer. Il a dit qu'il s'assurerait que tu sois bien soignée, que tu aies tout ce dont tu as besoin. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cet intérêt soudain? Grand-mère Amélie ne lui fait pas confiance. Elle dit qu'il y a quelque chose de sinistre dans son regard. Mais quel choix ai-je? Mon cœur est de plus en plus faible et tu as besoin d'une chance de vivre. J'ai signé les documents. Demain, je serai transféré dans un hôpital d'une autre région. S'il m'arrive quelque chose, je veux que tu saches, chaque coup de pinceau, chaque couleur, chaque rêve que j'ai peint, c'était en pensant à toi. Et ton grand-père, ton grand-père. Je garde dans mon cœur la certitude qu'un jour vous vous rencontrerez. Quand cela arrivera, montre-lui nos peintures. L'art a le pouvoir de guérir toutes les blessures, de reconstruire tous les ponts. Béatrice, mon chef-d'œuvre. Pardonne-moi si je ne peux pas être à tes côtés pour te voir grandir. Mais sache que dans chaque coucher de soleil, dans chaque fleur qui s'épanouit, dans chaque toile vierge attendant d'être remplie, il y aura un peu de mon amour pour toi. » Le journal s'arrêtait brusquement là. François regarda Béatrice endormie, voyant maintenant clairement les traits de Laure, d'Hélène, de générations de femmes fortes qu'il n'avait pas su protéger. Mais un doute cruel le rongeait. Si Laure avait été transférée pour un traitement, s'il y avait une chance qu'elle soit vivante, pourquoi Marcel garderait-il ce secret? Qu'est-ce que son fils avait à gagner avec toute cette macabre mise en scène?
La réponse, il le soupçonnait, se trouvait dans les documents que Sophie avait mentionnés. Des transferts bancaires réguliers, tous signés par Marcel, tous vers un hôpital dans une autre région. Le même hôpital où Laure avait été emmenée. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image qu'il craignait d'affronter. L'aube trouva François dans son bureau au cabinet, entouré de vieux documents. Sophie avait obtenu accès au registre bancaire grâce à un dit contact au service financier. Les transferts vers l'hôpital dans l'autre région étaient réguliers, toujours du même montant, toujours autorisés par Marcel. Maître François, Sophie entra dans le bureau en portant d'autres dossiers. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Les transferts ont commencé exactement le même mois où votre fille aurait été hospitalisée. Et il continua jusqu'à aujourd'hui. Elle hésita avant de poursuivre. Mais il y a plus. J'ai découvert que Marcel fait des visites mensuelles à cet hôpital, toujours le 15 de chaque mois. François sentit un frisson parcourir son échine. Son fils, qui niait publiquement l'existence de Laure et Béatrice, entretenait une sorte de connexion secrète avec cette institution. Sophie, j'ai besoin que vous découvriez tout sur cet hôpital. Chaque détail, chaque information, aussi minime soit-elle. J'ai déjà commencé à enquêter, maître. C'est un établissement privé, spécialisé dans les traitements cardiaques. Expérimentaux, très exclusifs, très discrets. Et... Elle se mordit la lèvre nerveuse. L'hôpital appartient à un groupe d'investisseurs. Le principal d'entre eux est une société offshore enregistrée aux îles Caïmans. Et devinez qui est le bénéficiaire final. Marcel, compléta François, sa voix un murmure rauque. Les implications de cette découverte étaient dévastatrices. Son propre fils avait-il orchestré toute cette situation? Mais pourquoi? Quel serait son objectif final? Son téléphone sonna, c'était Madame Amélie. François, quelque chose de terrible est arrivé. Quelqu'un a cambriolé ma maison pendant la nuit. Ils ont pris toutes les photos, tous les documents. Sur l'or, et le pire, sa voix faiblit. Le dernier tableau de Béatrice, celui qui était inachevé, a été détruit. La colère bouillonna en lui. Cela avait dépassé les limites de l'acceptable. Madame Amélie, je vais envoyer une voiture vous chercher tout de suite. Vous n'êtes plus en sécurité là-bas. Pendant qu'il donnait les instructions nécessaires à son équipe de sécurité, un autre appel entra. C'était le docteur Marine. Maître Valence, nous devons parler de toute urgence. Il y a eu une tentative de falsification des tests de compatibilité de Béatrice. Quelqu'un a essayé de modifier les résultats dans le système de l'hôpital. La médecin semblait sincèrement préoccupée. Heureusement, nous gardons des copies physiques de tous les examens importants, mais c'est très grave. François raccrocha et s'effondra dans son fauteuil. Chaque nouvelle découverte ne faisait qu'accroître la sensation qu'il plongeait dans un puits sans fond de mensonges et de manipulations. C'est alors qu'il remarqua une enveloppe brune sur son bureau. Elle n'était pas là quelques minutes auparavant. À l'intérieur de l'enveloppe, il n'y avait qu'une feuille de papier. Une autorisation de transfert hospitalier datant de 15 ans. La signature de Laure sur le document était visiblement différente de celle qu'il avait vue dans son journal. C'était un faux. Maître François? Sophie revint dans le bureau, le visage pâle. Je viens de recevoir une information. L'hôpital? Où Laure a été transférée. Il existe toute une aile dédiée aux patients en état végétatif. Des patients maintenus artificiellement en vie, certains depuis des années, des décennies même. L'horreur de cette révélation le frappa. Comme un coup de poing. Si Laure était vivante mais maintenue en état végétatif toutes ces années, si Marcel payait pour cela, s'il avait un intérêt à maintenir cette situation, un cri aigu interrompit ses pensées. Il venait du couloir. François courut hors du bureau et trouva sa secrétaire en état de choc, pointant vers la télévision de la réception. À l'écran, une journaliste parlait devant l'hôpital Sainte-Claire. Nouvelle urgente. Béatrice Valence, la supposée petite-fille du célèbre avocat François Valence, a disparu de sa chambre durant la nuit. Des sources internes informent que les caméras de sécurité ont enregistré une personne portant une blouse médicale, emmenant la patiente dans un fauteuil roulant. La police a déjà été alertée et François n'entendit pas le reste. Son monde entier venait de s'effondrer. D'abord Laure, maintenant Béatrice. L'histoire se répétait, mais cette fois, il ne permettrait pas que son fils ou qui que ce soit détruise ce qui restait de sa famille. Dans la poche de son costume, son téléphone vibra. Un message texte d'un numéro inconnu. Si vous voulez revoir votre petite fille, venez seul à l'ancien refuge.
Vous avez 1 heure, et ne vous inquiétez pas. Elle est en route vers le même endroit où sa mère a passé les 15 dernières années. Le refuge Notre-Dame de Grâce, qui aurait dû être démoli des jours auparavant, restait debout comme une sentinelle silencieuse de secrets longtemps enterrés. François traversa le portail rouillé, son cœur battant au même rythme que ses pas résonnant dans la cour vide. Les murs écaillés montraient encore des taches de peinture colorée, vestiges des cours d'art qu'Hélène donnait autrefois ici, bien avant que leur histoire d'amour ne soit brutalement interrompue. Quelque part dans ce bâtiment abandonné, quelqu'un l'attendait avec des réponses et avec sa petite fille. « Je savais que tu viendrais, père. » La voix de Marcel émergea des ombres de l'ancien salon principal. Il était assis dans un vieux fauteuil roulant, semblable à celui utilisé pour emmener Béatrice. Toujours si prévisible dans ton imprévisibilité. Où est-elle? François avança, mais Marcel leva une main en signe d'avertissement. Du calme, père. Elle est en sécurité, en route vers sa nouvelle maison. Le même endroit où sa mère a été toutes ces années. Confortable, bien soignée, quoiqu'un peu absente. Pourquoi, Marcel? Pourquoi faire tout cela? La voix de François tremblait de colère contenue. Son fils sourit, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. Sais-tu quelle est la différence entre nous, père? Tu as construit un empire en prétendant te soucier des gens. J'ai construit le mien en sachant exactement comment les utiliser. Il se leva du fauteuil, marchant vers un vieux tableau noir. Quand Laure est apparue ce jour-là, enceinte et malade, j'ai vu une opportunité. L'hôpital était au bord de la faillite. Il avait besoin d'investissement, de patients à long terme. Tu l'as maintenu dans un coma induit toutes ces années? François pouvait à peine traiter l'horreur de cette révélation. État végétatif persistant est le terme technique. Marcel corrigea, comme s'il donnait un cours. Les médecins disaient qu'elle pourrait se réveiller à tout moment, que ce n'était qu'une question de temps. Mais le temps était exactement ce dont j'avais besoin. Chaque mois qu'elle passait là-bas, plus l'hôpital grandissait, plus mon investissement prenait de la valeur. Et Béatrice, ce n'est qu'une enfant innocente. Une enfant qui menaçait de tout exposer. Marcel explosa. Elle a commencé à poser des questions, à enquêter. Elle a trouvé d'anciens documents dans la maison de cette vieille fouineuse. Et puis, il rit sans humour. Et puis tu l'as trouvé. Le grand François Valence, toujours essayant de réparer ses erreurs trop tard. Un bruit venant du couloir interrompit la conversation. Des pas, plusieurs pas. Tu n'es pas venu seul? Marcel sortit une arme, la pointant vers son père. J'ai dit de venir seul. Mais ce n'était pas la police qui entra dans le salon. C'était Madame Amélie appuyée sur une canne, accompagnée d'une femme dans un fauteuil roulant. Une femme avec les mêmes yeux qu'Hélène, les mêmes traits que Béatrice. Laure? François sentit ses jambes faiblir. Sa fille était là, vivante, consciente, le regardant avec un mélange d'amour et de tristesse qui lui brisa le cœur en 1000 morceaux. Impossible. Marcel recula, l'arme tremblant dans sa main. Tu devrais être... Tu ne pourrais pas... Je me suis réveillé il y a 3 mois, Marcel. La voix de Laure était douce mais ferme. Les médecins voulaient te notifier immédiatement, mais je les ai convaincus d'attendre. Je devais comprendre pourquoi mon propre oncle m'avait gardée prisonnière pendant 15 ans. Je devais protéger ma fille. Et Béatrice, demanda François, le cœur serré d'inquiétude. Elle est en sécurité. Laure sourit. Sophie et le docteur Marine l'ont emmenée dans un endroit sûr dès que nous avons découvert le plan de Marcel. Ce message texte, c'était mon idée. Nous avions besoin que tu entendes la vérité de sa bouche. Marcel regarda autour de lui, comme un animal pris au piège. L'arme dans sa main semblait de plus en plus lourde. Vous ne comprenez pas. J'ai fait tout ça pour la famille, pour le nom Valence. Non, fils. François fit un pas en avant. Tu l'as fait pour le pouvoir, pour le contrôle. Mais la famille est quelque chose que tu n'as jamais vraiment compris. À ce moment, des sirènes commencèrent à retentir au loin. Marcel, réalisant enfin qu'il était piégé, laissa tomber l'arme. Son empire de mensonges s'effondrait, et il n'y avait plus rien qu'il puisse faire pour l'empêcher. Laure tendit la main vers son père. Nous avons beaucoup de temps perdu à rattraper. François prit cette main, sentant des années de culpabilité et de regret se dissoudre en larmes silencieuses. À l'horizon, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel avec les mêmes couleurs qu'Hélène aimait tant représenter. L'hôpital Sainte-Claire était en ébullition ce matin-là. Béatrice était revenue dans sa chambre.
maintenant sous protection policière et son état demeurait stable. Laure passait chaque moment possible aux côtés de sa fille, compensant 15 ans d'absence forcée par des gestes d'affection et des mots doux. François observait la scène par la fenêtre de la chambre, son cœur débordant d'émotions contradictoires. Le bonheur des retrouvailles se mêlait à la culpabilité pour toutes ces années perdues. Sa fille, si semblable à Hélène, avait maintenant des fils argentés dans ses cheveux noirs, marque du temps qu'il n'avait pu témoigner. « Père », la voix de Laure le ramena au présent, « Béatrice veut te montrer quelque chose. » La jeune fille, encore faible, mais avec une lueur renouvelée dans les yeux, tenait un bloc de dessin. D'une main tremblante, elle commença à tourner les pages, révélant une série de portraits, tous de François. « Je les ai dessinés en me basant sur les histoires de grand-mère Hélène et les vieilles photos, » expliqua Béatrice, sa voix douce. « Celui-ci, c'est toi souriant dans le parc. Celui-ci, c'est toi dansant avec grand-mère. Et celui-ci, elle hésita, tournant la dernière page. Celui-ci, je l'ai fait aujourd'hui. C'est comme je te vois maintenant. » Le portrait montrait François exactement comme il était en ce moment. Pas le puissant avocat, pas l'homme d'affaires implacable, mais simplement un grand-père avec des yeux gentils et un sourire hésitant. Les larmes s'échappèrent avant qu'il ne puisse les contenir. « Tu as le même talent que ta mère et ta grand-mère », parvint-il à dire, s'asseyant au bord du lit. Laure s'approcha, posant une main sur son épaule. « Et la même obstination », ajouta-t-elle avec un sourire. « Aucune de nous n'a jamais renoncé à toi, père. » À l'extérieur de la chambre, Madame Amélie discutait avec le docteur Marine du traitement de Béatrice. « L'opération ne peut plus être reportée », expliquait la médecin. « Mais maintenant que nous avons confirmé la compatibilité génétique à la fois du grand-père et de la mère, nos chances de succès ont considérablement augmenté. » François les rejoignit dans le couloir, laissant mère et fille avoir un moment à elle. « Comment va Marcel ?» demanda-t-il à Madame Amélie, sa voix chargée de chagrin. La dame soupira profondément avant de répondre. « En détention. Le commissaire a dit qu'il coopère, révélant tous les détails du système. » De l'hôpital. Je n'aurais jamais imaginé... François s'appuya contre le mur, sentant le poids de chaque décision qu'il avait menée jusque-là. Toutes ces années, je pensais construire un héritage pour lui. En réalité, j'alimentais seulement une obsession malsaine du pouvoir. Ne te blâme pas tant. Madame Amélie toucha doucement son bras. Marcel a fait ses propres choix. Maintenant, c'est à toi de faire les tiens. Elle pointa vers la fenêtre de la chambre où Laure aidait Béatrice à commencer un nouveau dessin. Ces deux-là ont besoin de toi, et tu as besoin d'elle. Sophie apparut dans le couloir, portant un dossier de documents. Maître François, le conseil de la ville est réuni en session extraordinaire. Ils veulent une décision sur le projet du centre juridique d'ici la fin de la journée. Elle hésita avant de continuer. La presse spécule sur l'avenir du cabinet. C'est après, eh bien, après tout ce qui s'est passé. François regarda à nouveau vers la chambre de Béatrice. Sa petite fille s'était endormie, le bloc de dessin encore sur ses genoux, tandis que Laure caressait ses cheveux avec tant d'amour que c'en était douloureux à observer. La décision qu'il devait prendre n'avait jamais été aussi claire. « Sophie, préparez une conférence de presse », ordonna-t-il sa voix ferme. « Je vais annoncer quelques changements dans le projet. » Prenant l'un des dessins de Béatrice, celui qui le montrait avec Hélène dans le parc, il poursuivit. « Le centre juridique sera construit, mais pas comme prévu. Le refuge ne sera pas démoli, il sera intégré au projet. » « Comment ça ?» demanda Sophie, déjà en train de prendre des notes. « Le nouveau centre Hélène Valence d'Arts et de Justice Sociale », annonça-t-il, un sourire sincère illuminant son visage. « Un espace qui combinera assistance juridique gratuite et atelier d'art pour enfants défavorisés. Le rez-de-chaussée conservera le refuge, élargi et modernisé. Les étages supérieurs abriteront des cabinets d'avocats pro bono et des galeries d'art. » Madame Amélie sourit, des larmes brillant dans ses yeux. « Hélène aurait adoré ça, murmura-t-elle. Et Laure, eh bien, je pense qu'elle aura enfin son propre espace pour enseigner l'art, comme elle en a toujours rêvé. » À ce moment, une petite agitation attira l'attention de tous. Béatrice s'était réveillée et, en entendant les plans de son grand-père, essayait de s'asseoir dans son lit, ses yeux brillants d'excitation. « Papy !»
appela-t-elle, sa voix encore faible mais pleine d'espoir. « Puis-je aider à dessiner le projet ?» La nouvelle de la transformation du projet du centre juridique se répandit rapidement dans la ville. La conférence de presse de François, avec Laure et Béatrice à ses côtés, émut même les critiques les plus acharnées. Voir le puissant avocat admettre ses erreurs passées et annoncer un changement aussi significatif dans sa vision du monde généra une vague de soutien public inattendue. Le lendemain matin, la chambre de Béatrice ressemblait à une serre. Des messages de solidarité et des fleurs arrivaient chaque heure. Beaucoup d'entre eux de familles qui avaient été accueillis par le refuge au fil des ans. Laure organisait les arrangements floraux, tout en lisant les messages à sa fille, qui avait commencé à esquisser des idées pour le nouveau centre dans son bloc de dessin. « Regarde celle-ci, ma chérie », sourit Laure, tenant une carte artisanale. Elle vient de la classe d'art du refuge. Ils ont fait un dessin collectif du nouveau centre tel qu'ils l'imaginent. Béatrice prit la carte avec précaution, ses yeux brillants en voyant le travail des enfants. « Maman », appela-t-elle doucement, « quand j'irai mieux, pourrais-je donner des cours d'art avec toi, comme grand-mère Hélène le faisait ?» Laure embrassa le front de sa fille, ravalant le nœud dans sa gorge. « Bien sûr que tu peux, mon amour. Nous créerons ensemble, comme cela aurait toujours dû être. » François entra dans la chambre à ce moment-là, accompagné par le docteur Marine. La médecin apportait de nouveaux examens et un sourire encourageant. « Les résultats sont prometteurs », annonça-t-elle. Béatrice répond bien au traitement. « Préliminaire, nous pouvons programmer la chirurgie pour la semaine prochaine. Mais avant cela, intervint François, j'ai une surprise pour vous deux. » Il fit un signe, et Sophie entra en poussant un fauteuil roulant. Dedans était assise Madame Amélie portant une vieille boîte en bois. « Nous avons trouvé ceci dans l'ancienne chambre d'Hélène », expliqua la dame, plaçant la boîte sur le lit de Béatrice. À l'intérieur, il y avait des dizaines de lettres, toutes écrites par Hélène, toutes adressées à François, aucune jamais envoyée. Et avec elles, un carnet de dessins. Laure haleta en le reconnaissant. C'était le journal visuel de sa mère où elle documentait en traits et en couleurs chaque moment important de sa vie. « Ta grand-mère a commencé ce journal quand elle a découvert qu'elle était enceinte de toi », expliqua Madame Amélie alors. « Elle a continué à dessiner jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. J'ai pensé que vous aimeriez voir comment elle voyait le monde. » Les 3 générations de femmes, Béatrice dans le lit, Laure dans la chaise à côté et Madame Amélie dans son fauteuil roulant, se penchèrent sur le carnet, tandis que François observait depuis la fenêtre, son cœur débordant d'émotion. Les pages révélaient une Hélène qu'il avait si bien connue, joyeuse, passionnée par la vie et l'art, éternellement pleine d'espoir. « Regarde, papy », appela Béatrice, pointant vers un dessin particulier. C'était un portrait de lui jeune, riant ouvertement, avec une annotation dans la marge. « Il est plus beau comme ça quand il oublie d'être qui on attend qu'il soit et qu'il est simplement lui-même. » François s'approcha du lit, s'asseyant sur le bord. Il prit l'une des lettres non envoyées et commença à lire à haute voix. « Mon amour, aujourd'hui notre fille a fait ses premiers pas. Elle a ta détermination et mon entêtement. Elle est tombée 7 fois, s'est relevée 8. J'aimerais tant que tu puisses voir. » Sa voix faiblit et Laure prit sa main. « Papa, elle a toujours su qu'un jour nous nous retrouverions. C'est écrit ici, regarde. » Elle tourna quelques pages du journal jusqu'à trouver un dessin de ce qui semblait être la cour du refuge, mais transformé en un espace plein de vie et d'art. Dans la légende, Hélène avait écrit « Un jour, tous les chemins que j'ai séparés se rejoindront ici. » Et elle avait raison, commenta Béatrice, ses yeux brillants de larmes contenues. Grand-mère Hélène savait qu'un jour, nous serions une vraie famille. Elle prit son propre bloc de dessin et commença à tracer quelque chose de nouveau, une esquisse du futur centre Hélène Valence, mais avec un détail spécial. Dans le jardin d'entrée, une sculpture de 3 femmes peignant ensemble, leur très clairement inspirée d'Hélène, de Laure et d'elle-même. Sophie, qui observait la scène depuis la porte, s'éclaircit doucement la gorge. Maître François, l'architecte, attend pour discuter des modifications du projet. Il acquiesça, mais avant de sortir, il embrassa le front de sa petite fille et étreignit longuement sa fille. « Tu sais, » dit-il, s'arrêtant à la porte, « Hélène disait toujours que l'art est le langage du cœur. Je crois que j'ai enfin compris ce qu'elle voulait dire. » Il regarda sa famille réunie, pas la famille qu'il avait prévu d'avoir,
mais la famille que le destin, dans sa sagesse infinie, lui avait rendue. Je vais vous laisser continuer à redessiner notre avenir. Après tout, vous êtes les artistes de la famille. La semaine qui précéda la chirurgie de Béatrice transforma l'hôpital Sainte-Claire en un atelier d'art particulier. La chambre 405 devint un espace où couleur et espoir se mélangeaient en proportions égales. Les murs, auparavant blancs et impersonnels, affichaient maintenant des dizaines de dessins, certains de Béatrice, d'autres des enfants du refuge qui venaient la visiter quotidiennement. Laure passait les matinées à aider sa fille à finaliser les esquisses pour le nouveau centre. Ensemble, elles créaient un espace qui allait bien au-delà de simples murs et fenêtres. Elles projetaient un lieu où art et justice pourraient marcher main dans la main. Chaque détail était pensé avec amour. Des salles de classe avec une abondante lumière naturelle, des espaces de vie qui ressemblaient à des galeries d'art, un jardin sensoriel où les enfants du refuge pourraient jouer et s'inspirer. « Maman !» appela Béatrice un après-midi, tout en finalisant un autre dessin. « Penses-tu que grand-mère Hélène approuverait nos idées ?» Laure sourit, ajustant l'oreiller de sa fille. « J'en suis certaine, ma chérie. En fait, elle prit le journal visuel d'Hélène, l'ouvrant à une page spécifique. « Regarde ce que j'ai trouvé. » Le dessin montrait une version très similaire à ce qu'elle planifiait. Un espace intégré, accueillant, où différents mondes pourraient se rencontrer. Dans la marge de la page, Hélène avait écrit « Je rêve d'un endroit où l'art ne serait pas un privilège, mais un droit, où les portes seraient toujours ouvertes pour ceux qui ont besoin d'un refuge, que ce soit pour le corps ou pour l'âme. » François, qui était entré silencieusement dans la chambre, s'approcha du « Lit ». « Ta grand-mère voyait toujours au-delà de l'évident », commenta-t-il, sa voix chargée d'émotion. Alors que tous voyaient des murs, elle voyait des ponts. Il s'assit dans le fauteuil à côté du lit, portant un vieux dossier. « J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. » Dans le dossier, il y avait un projet architectural jauni par le temps, signé par Hélène. « Elle a fait cela durant sa dernière année à l'école des Beaux-Arts », expliqua François. « C'était son projet de fin d'études. Un centre culturel intégré à un refuge. À l'époque, je n'ai pas compris la grandeur de sa vision. Maintenant, il regarda les dessins de Béatrice éparpillés sur le lit. Maintenant, je vois qu'elle était des décennies en avance sur son temps. « Papy !» appela doucement Béatrice. « Pouvons-nous utiliser le projet de grand-mère comme base pour le nôtre? Ce serait comme si elle était ici, construisant avec nous. » Ses yeux brillaient de larmes contenues et Laure serra sa main affectueusement. Le docteur Marine choisit ce moment pour entrer dans la chambre, portant les derniers examens préopératoires. « Excusez-moi d'interrompre ce moment familial, mais nous devons revoir quelques détails pour demain. » Elle sourit en voyant les dessins. « Je vois que nous avons une artiste très dévouée ici, mais maintenant tu dois te reposer, Béatrice. Demain sera un grand jour. » Pendant que la médecin expliquait les procédures, Madame Amélie entra silencieusement dans la chambre, apportant une petite boîte en bois. « J'ai apporté quelque chose de spécial », annonça-t-elle après le départ de la médecin. Hélène a gardé ceci pendant des années, attendant le bon moment. Dans la boîte se trouvait un collier délicat avec un pendentif en forme de pinceau. Elle portait ce collier le jour où elle a appris qu'elle était enceinte de toi, Laure, expliqua Madame Amélie. Et ensuite, tu l'as porté quand tu as découvert que tu aurais Béatrice. Maintenant, elle sortit le collier de la boîte avec précaution. Je pense qu'il est temps qu'il porte chance à une nouvelle génération. Laure aida sa fille à mettre le collier et Béatrice toucha le pendentif avec révérence. C'est comme si j'avais un petit morceau de grand-mère Hélène avec moi, murmura-t-elle. François observait la scène le cœur serré, pensant à tout le temps perdu, à tous les moments comme celui-ci qu'ils auraient pu vivre. Demain, dit-il, sa voix ferme malgré l'émotion. Nous commençons un nouveau chapitre, et cette fois, nous l'écrirons ensemble. Il prit un des dessins de Béatrice, le projet du nouveau centre, et l'accrocha au mur en face du lit. Pour que tu te souviennes, quand tu te réveilleras, que nous avons beaucoup de travail devant nous. La nuit tombait lentement, peignant le ciel avec les couleurs qu'Hélène aimait tant représenter. Un par un, ils dirent au revoir à Béatrice, la laissant se reposer pour le grand jour à venir.
Finalement, il ne resta que Laure qui refusait de quitter le côté de sa fille. « Maman !» appela Béatrice déjà presque endormie. « Chante-moi cette chanson que grand-mère Hélène te chantait. » Laure ravala le nœud dans sa gorge et commença à chanter doucement, sa voix résonnant dans la chambre comme une prière. À l'extérieur, François et Madame Amélie écoutaient en silence, leurs mains entrelacées dans un geste de force et d'espoir. Le jour se leva avec une lumière différente. À l'hôpital Sainte-Claire, aux premières heures du matin, l'équipe médicale commença les préparatifs pour la chirurgie de Béatrice. Le docteur Marine coordonnait personnellement chaque détail, consciente de l'importance de cette procédure non seulement pour la santé de la jeune fille, mais pour toute une famille qui se retrouvait enfin. Dans la chambre 405, Laure aidait Béatrice avec les derniers préparatifs. Ses mains tremblaient légèrement en arrangeant les cheveux de sa fille, mais sa voix restait ferme, murmurant des mots d'encouragement. Le collier avec le pendentif en forme de pinceau brillait au cou de Béatrice, comme un talisman de 3 générations de femmes fortes. « J'ai peur, maman », confessa Béatrice dans un murmure. Laure s'assit au bord du lit, tenant les mains de sa fille entre les siennes. « Moi aussi, mon amour. Mais sais-tu ce que ta grand-mère Hélène disait toujours? Que la peur n'est que du courage qui attend de se manifester. » François observait la scène depuis la porte, son cœur débordant d'émotion. Ces dernières semaines, il avait découvert un type d'amour qu'il ne se savait pas capable de ressentir. Un amour qui n'exigeait ni contrat ni garantie, qui ne se mesurait pas par des succès ou des échecs. Un amour simplement pur et inconditionnel. « Il est temps d'y aller, ma chérie », annonça doucement le docteur Marine, entrant dans la chambre avec son équipe. Béatrice serra fort le pendentif en forme de pinceau, cherchant du courage dans les souvenirs d'une grand-mère qu'elle n'avait jamais connue personnellement, mais dont l'amour traversait les générations. Avant qu'il n'emmène Béatrice, en salle d'opération, Madame Amélie entra précipitamment dans la chambre, portant quelque chose dans ses mains tremblantes. C'était un petit tableau fraîchement peint, sentant encore la peinture fraîche. L'image montrait 3 femmes, Hélène, Laure et Béatrice, peignant ensemble dans un jardin ensoleillé. Les infirmières m'ont aidé à installer un petit atelier dans la chapelle, expliqua la dame, ses yeux brillants. J'ai passé la nuit à peindre ceci. Je voulais que tu emportes cette image avec toi, Béatrice, pour te rappeler que tu n'es jamais seule. La jeune fille sourit à travers ses larmes, touchant délicatement la toile. C'est parfait, arrière-grand-mère. Quand je reviendrai, nous peindrons ensemble pour de vrai. Laure accrocha le tableau au mur de la chambre, où Béatrice pourrait le voir dès son réveil après l'opération. Le moment des adieux arriva trop vite. L'équipe médicale commença à préparer Béatrice pour le transport vers le bloc opératoire. Laure embrassa longuement le front de sa fille, murmurant des mots d'amour à son oreille. François s'approcha, sa posture habituellement imposante, complètement dissoute par l'émotion du moment. « Ma petite artiste, dit-il, tenant la main de Béatrice, tu as déjà transformé nos vies plus que tu ne l'imagines. Maintenant, c'est à notre tour de nous battre pour toi. » Elle sourit, ce même sourire qui rappelait tant Hélène. « Papy, promets-moi que quand je me réveillerai, nous commencerons les plans du centre ?»« Je te le promets, » répondit-il, la voix enrouée. En fait, il sortit de sa poche un papier plié. « J'ai déjà lancé les démarches pour modifier le projet. Le centre Hélène Valence sera exactement comme toi et ta mère l'avaient rêvé. » Tandis que le brancard de Béatrice était emmené dans les couloirs de l'hôpital, une petite foule s'était formée pour manifester son soutien. Les enfants du refuge avaient fait des affiches colorées avec des messages d'affection. Les employés de l'hôpital qui s'étaient attachés à la jeune artiste saluaient avec des sourires encourageants. Dans la salle d'attente, Laure s'installa entre François et Madame Amélie, chacun tenant une de ses mains. Sophie arriva peu après, apportant du café et des nouvelles du monde extérieur. La presse était en effervescence concernant les changements dans le projet du centre juridique et des manifestations de soutien arrivaient de toutes parts. « Vous savez que ?» commenta Madame Amélie, brisant le silence tendu de l'attente. Hélène disait toujours que l'art a le pouvoir de guérir non seulement l'âme, mais aussi le corps. Elle croyait que lorsque nous peignons, nous connectons notre cœur à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Laure acquiesça, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Maman avait raison. Regardez combien de vies elle continue.
de toucher, même après tant de temps. Elle regarda son père qui semblait perdu dans ses pensées. « À quoi penses-tu, papa ?» François sourit doucement, ses yeux fixés sur le couloir par où Béatrice avait disparu. « Je pense que la vie est une artiste bien plus talentueuse que nous tous. Elle prend nos couleurs les plus sombres et d'une façon ou d'une autre crée des chefs-d'œuvre d'espoir. » Les heures suivantes seraient longues, mais dans cette salle d'attente, 3 générations d'amour et de persévérance attendaient unies, soutenues par la force d'une 4e génération qui, même physiquement absente, peignait sa présence dans chaque cœur présent. Les heures s'étiraient dans la salle d'attente de l'hôpital Sainte-Claire. Laure alternait entre marcher nerveusement dans le couloir et s'asseoir, ses mains occupées par un petit bloc à dessin, une habitude héritée d'Hélène pour gérer l'anxiété. Ses traits nerveux formaient des visages, des fleurs, de petits fragments d'espoir transférés sur le papier. François restait assis, apparemment immobile, mais son intérieur était une tempête d'émotions. Ces dernières semaines, sa vie s'était complètement transformée. L'homme qui avait bâti sa réputation sur des fondations de froideur et de contrôle se retrouvait maintenant complètement vulnérable, ses défenses détruites par l'amour inconditionnel d'une petite fille qu'il connaissait à peine. « Monsieur Valence !» Une infirmière s'approcha avec une tablette dans les mains. « Il y a un appel vidéo pour vous. C'est de la prison départementale. » François sentit son estomac se nouer. Ce ne pouvait être que Marcel. Après un moment d'hésitation, il accepta. Sur la tablette, s'éloignant un peu pour avoir de l'intimité. Le visage de son fils apparut à l'écran, très différent de l'exécutif impeccable qu'il était habituellement. Ses yeux étaient rouges, son visage marqué par des jours d'insomnie. « Père, commença-t-il, sa voix tremblante, j'ai appris que Béatrice est en chirurgie. J'avais besoin de te parler. »« Parle, Marcel, » répondit François, gardant une voix neutre malgré la turbulence dans sa poitrine. « J'ai trouvé ceci parmi mes affaires. » Marcel leva une enveloppe jaunie. « C'est une lettre de tante Hélène pour toi, écrite quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Je l'ai interceptée avant qu'elle ne te parvienne. C'était la première de nombreuses mauvaises décisions que j'ai prises. » François sentit l'air manquer dans ses poumons. « Pourquoi me montres-tu cela maintenant, Marcel ?»« Parce que j'ai enfin compris, père. J'ai compris que j'ai passé toute ma vie à essayer de protéger quelque chose qui n'avait pas besoin de protection. Notre famille, notre nom. Je pensais préserver un héritage, mais en réalité je détruisais tout ce qui importait vraiment. » Des larmes coulaient librement sur le visage de Marcel. « La lettre, je vais demander qu'on te l'envoie. Peut-être n'est-il pas trop tard pour certains nouveaux départs. » L'appel se termina, laissant François encore plus ébranlé. En retournant dans la salle d'attente, il trouva Laure serrée contre Madame Amélie, toutes deux regardant un album de vieilles photographies que Sophie avait apporté du bureau, des images récupérées des archives que Marcel gardait cachées. « Regarde, celle-ci, papa !» appela Laure, montrant une photo en particulier. Dessus, Hélène était enceinte, peignant une fresque dans le refuge. Son sourire radieux illuminait toute l'image. C'était son dernier travail au refuge, avant que tout n'arrive. Madame Amélie caressa la photographie avec affection. Elle peignait un arbre de vie plein d'oiseaux et de fleurs. Elle disait que chaque branche représentait un chemin différent que la vie pouvait prendre, mais que toutes les routes finissaient par se rencontrer au même endroit, dans l'amour. L'après-midi avançait lentement. Sophie tenait tout le monde informé sur le monde extérieur. Les réseaux sociaux débordèrent de messages de soutien. Le conseil de la ville avait approuvé à l'unanimité les modifications du projet du centre juridique et une pétition en ligne demandait que l'aile des arts du nouveau centre soit baptisée du nom de Béatrice. « C'est incroyable », commenta Laure, observant les messages sur son téléphone, « comme l'histoire de notre famille a touché tant de personnes. C'est comme si tout le monde peignait ce tableau avec nous. » Un groupe d'enfants du refuge arriva, apportant des dessins et des cartes pour Béatrice. Parmi eux se trouvait Pierre, un garçon de 10 ans qui s'était particulièrement attaché à la jeune fille lors de ses visites. Il portait une petite toile encore fraîche de peinture. « Tante Laure, appela-t-il timidement, Béa m'a appris à peindre des ciels, alors j'en ai fait un pour elle. » La peinture montrait un ciel au crépuscule, avec des couleurs vibrantes, se mélangeant d'une manière qui rappelait beaucoup le style d'Hélène. « C'est magnifique, Pierre », sourit Laure, serrant le garçon dans ses bras.
Quand Béatrice se réveillera, je suis sûr qu'elle sera ravie de voir que tu peins déjà aussi bien qu'elle. » À ce moment, le docteur Marine apparut dans le couloir. Tous les cœurs s'arrêtèrent un instant. Toutes les respirations furent suspendues. La médecin s'approcha du groupe, son visage illisible sous le masque chirurgical. Le docteur Marine retira son masque, révélant un sourire fatigué mais sincère. « L'opération est un succès », annonça-t-elle, et tout le couloir sembla relâcher la respiration qu'il retenait. « Béatrice est une battante. Elle récupère bien, exactement comme nous l'espérions. » Laure tomba dans les bras de son père, sanglotant de soulagement. Madame Amélie commença à prier doucement, reconnaissante, tandis que les enfants du refuge sautaient et célébraient. Sophie essuyait discrètement ses larmes, déjà en train de rédiger une note pour la presse. « Elle est en salle de réveil maintenant », poursuivit la médecin. « Dans quelques heures, elle sera transférée dans sa chambre. Une personne à la fois pourra la voir quand elle se réveillera. Mais pour l'instant, nous devons la laisser se reposer. » François s'assit lourdement sur l'une des chaises de la salle d'attente, sentant le poids des dernières heures se dissiper. Son téléphone vibra. C'était un message de la prison l'informant que la lettre d'Hélène avait été envoyée par un porteur et arriverait bientôt. Les heures suivantes passèrent dans un flou d'émotions et de café fort. Laure s'occupa en organisant les dessins et les cartes des enfants, créant une fresque improvisée sur le mur de la chambre de Béatrice. Madame Amélie, épuisée mais heureuse, somnolait dans son fauteuil roulant, l'album de photos encore sur ses genoux. Quand le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel avec les mêmes couleurs qui inspiraient tant Hélène, l'infirmière vint annoncer que Béatrice était ramenée dans sa chambre. Laure, naturellement, fut la première à entrer pour la voir. Sa fille semblait petite et fragile dans le lit d'hôpital, mais son visage avait une sérénité qu'il n'avait pas présentée depuis longtemps. Le pendentif en forme de pinceau brillait encore à son cou, montant et descendant doucement avec sa respiration régulière. « Maman ?» murmura Béatrice, ses yeux s'ouvrant lentement. « On a réussi. »« Oui, mon amour, » répondit Laure, embrassant son front. « Tu as été plus forte que tout, plus forte que nous tous. » Un léger coup à la porte annonça l'arrivée. D'un messager, c'était la lettre d'Hélène que Marcel avait mentionnée. François la reçut d'une main tremblante, s'asseyant dans le fauteuil de la chambre pour la lire. « Mon cher François, si cette lettre te parvient, cela signifie que j'ai enfin trouvé le courage de dire la vérité. Je suis enceinte. Je porte. Qu'en moi une vie qui est le fruit de notre amour. Un amour que ta famille a essayé d'effacer, mais qui continue de vivre à chaque battement de mon cœur. Je n'écris pas pour réclamer quoi que ce soit, ni pour causer des problèmes. J'écris parce que je crois que tout père a le droit de savoir pour son enfant. Et parce que, malgré tout, je n'ai jamais cessé de croire en l'homme que j'ai connu. Celui qui souriait avec les yeux quand il me voyait peindre, qui rêvait de faire du monde un endroit meilleur. Notre fille naîtra entourée de couleurs et de toiles, entourée par l'amour de l'art qui nous a unis. Je lui apprendrai à peindre ses propres histoires, à colorer ses propres chemins. Et je lui parlerai de toi, pas l'avocat puissant que tout le monde connaît, mais le jeune homme au cœur gentil que j'ai aimé un jour. Peut-être qu'un jour nos chemins se croiseront à nouveau. Quand cela arrivera, j'espère que tu sauras encore reconnaître la beauté dans les petites choses, comme tu la reconnaissais quand tu m'observais peindre dans le parc. Avec un amour éternel, Hélène. François plia soigneusement la lettre, la gardant près de son cœur. Par la fenêtre de l'hôpital, le ciel explosait en teintes de rose et d'orange, un spectacle qu'Hélène aurait adoré peindre. « Papy ?» La faible voix de Béatrice le ramena au présent. « Pouvons-nous commencer à planifier le centre demain? J'ai tant d'idées. » Il sourit, s'approchant du lit et tenant sa petite main entre les siennes. « Bien sûr que nous le pouvons, mon artiste. Et tu sais quoi? Je crois que j'ai enfin appris à voir le monde à travers les couleurs, comme ta grand-mère a toujours voulu que je le voie. » Laure observait la scène, le cœur débordant d'amour. Dans son bloc de dessin, elle commença à esquisser ce moment, père et fille réunis, une nouvelle aube s'annonçant par la fenêtre, et dans l'air, presque visible, la présence d'Hélène, souriant de son sourire éternel, peignant l'amour dans chaque petit détail de cette nouvelle toile que la vie leur présentait. Les jours suivants, l'opération apportèrent une nouvelle routine à l'hôpital Sainte-Claire. La chambre 405 se transforma en un véritable atelier, avec Béatrice dirigeant les activités depuis son lit,
encore en convalescence, mais avec une lueur renouvelée dans le regard. Les murs, autrefois stériles, racontaient maintenant des histoires à travers des dizaines de dessins. Certains les siens, d'autres ceux des enfants du refuge qui venaient la voir régulièrement. Laure avait improvisé un petit espace de travail dans le coin de la chambre, où elle passait des heures penchée sur les plans du nouveau centre, adaptant le projet original d'Hélène aux besoins actuels. François, quant à lui, surprenait tout le monde par ses visites quotidiennes, apportant toujours de nouvelles idées, et plus important encore, écoutant attentivement les suggestions de sa fille et de sa petite-fille. « Regarde, papy », appela Béatrice par un après-midi particulièrement ensoleillé, montrant un nouveau dessin. « J'ai pensé à transformer l'ancien réfectoire du refuge en galerie. Nous pourrions exposer les travaux des enfants, organiser des vernissages caritatifs. » Sa voix était plus forte chaque jour, tout comme son enthousiasme. François examina le dessin avec attention. « C'est une idée brillante, ma chérie. Enceinte, savait? » Il sortit quelques documents de sa serviette. « J'ai déjà parlé avec quelques conservateurs. Ils se sont proposés pour aider à organiser des expositions régulières, avec tous les bénéfices reversés au refuge. » Laure sourit, observant l'interaction entre père et fille. C'était comme si l'univers avait enfin trouvé son axe, comme si toutes les couleurs qu'Hélène aimait tant s'harmonisaient finalement sur la toile de la vie. « Mademoiselle Béatrice ?» Pierre, le garçon du refuge, passa la tête par la porte. « Je peux vous montrer quelque chose ?» Il entra timidement, portant une toile couverte d'un tissu. « J'ai essayé de peindre le centre comme on l'a imaginé. » Quand le tissu fut retiré, tout le monde resta silencieux. La peinture, bien que réalisée avec la simplicité propre à un enfant, capturait parfaitement l'essence du projet. Un bâtiment moderne qui s'intégrait harmonieusement à l'ancien refuge, avec de grandes fenêtres laissant entrer la lumière et des personnes de tous âges partageant l'espace. « Pierre, c'est... » Béatrice sentit des larmes dans ses yeux. « C'est exactement comme je l'imaginais. Tu as un don spécial. » Le garçon rougit, mais son sourire illuminait tout son visage. La dame du refuge a dit que quand le centre sera prêt, on aura des cours d'art tous les jours. C'est vrai? C'est vrai, confirma Laure, embrassant le garçon. Et tu sais... Quoi? Je crois que nous avons déjà notre premier assistant professeur. Pierre écarquilla les yeux, contenant à peine sa joie. Madame Amélie, qui observait la scène depuis son fauteuil roulant, commença à fouiller dans son sac. En parlant de cours d'art, elle sortit un vieux cahier, ses pages jaunies, par le temps. J'ai trouvé les plans de cours qu'Hélène utilisait au refuge. Elle avait développé une méthode spéciale pour enseigner l'art aux enfants, combinant techniques traditionnelles et liberté créative. Béatrice tendit les mains vers le cahier, le touchant comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Les pages étaient pleines de notes, de schémas de couleurs, d'exercices créatifs, tout un univers de connaissances préservé à travers les années. « Maman », appela-t-elle Laure, sa voix étranglée par l'émotion, « pouvons-nous utiliser cela comme base pour notre programme d'enseignement? Ce serait comme avoir un petit morceau de grand-mère Hélène dans chaque cours. » « Bien sûr que nous le pouvons, mon amour. » Laure s'assit au bord du lit, feuilletant affectueusement le cahier. « En fait, je pense que nous avons trouvé le cœur de notre projet. Ce ne sera pas seulement un centre d'arts et de justice sociale, ce sera un lieu où la méthode Hélène Valence continuera de vivre, touchant de nouvelles générations. » François, qui était resté silencieux, absorbant ce moment, finit par parler. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus? La façon dont Hélène voyait des possibilités là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Elle transformait la douleur en beauté, l'abandon en accueil. « Comme toi maintenant, papy », commenta doucement Béatrice. « Transformant un projet qui allait détruire le refuge en quelque chose qui va donner de nouvelles opportunités à tant de personnes. » Le docteur Marine choisit ce moment pour sa visite quotidienne. En entrant dans la chambre et en voyant tant de personnes réunies, son premier instinct fut de protester. Mais le sourire sur le visage de sa patiente et les signes vitaux de plus en plus forts la firent reconsidérer. « Eh bien, dit-elle, vérifiant les derniers examens, il semble que nous ayons ici la meilleure thérapie possible. Amour, art et but. Une combinaison imbattable pour toute guérison. » La nouvelle de la sortie de Béatrice arriva un matin de printemps, quand le jardin de l'hôpital explosait en couleurs, qui semblaient célébrer sa guérison.
Le docteur Marine, après une dernière série d'examens, donna enfin le verdict que tous attendaient. Béatrice était prête à rentrer chez elle. Chez elle, dans ce cas, serait l'appartement de François qui avait été complètement réorganisé pour accueillir sa fille et sa petite-fille. Une des pièces avait été transformée en atelier, avec des chevalets, des peintures et des toiles attendant d'être remplies de rêves et de couleurs. « Tu es sûr que ça ne te dérange pas de nous ?»« Accueillir, papa ?» demande alors en aidant Béatrice à ranger ses affaires. La chambre 405 semblait étrangement vide sans les dessins sur les murs, bien que Pierre ait insisté pour laisser sa peinture du centre pour inspirer d'autres patients. François, qui supervisait l'organisation des médicaments et des recommandations médicales, sourit avec tendresse. « Ma fille, j'ai passé trop de temps à vivre dans une maison vide, pleine de silence. Il est plus que temps de la remplir de rires, de conversations et, oui, d'un peu de peinture occasionnellement répandue sur le sol. » Sophie apparut dans la chambre, apportant plus de nouvelles. Le projet du centre avait reçu le soutien de plusieurs institutions culturelles, et une célèbre galerie d'art s'était proposée pour organiser une exposition caritative avec les œuvres des enfants du refuge. « Et il y a plus, » poursuivit-elle, ses yeux brillants d'excitation. « Vous vous souvenez de l'ancienne vidéo de Laure qui est devenue virale? Eh bien, une maison de production veut faire un documentaire sur votre histoire. Ils se sont particulièrement intéressés à la méthode d'enseignement d'Hélène et à la façon dont elle continue d'influencer de nouvelles générations. » Béatrice, qui finissait de ranger son dernier dessin dans un dossier, s'arrêta pensive. « Est-ce que nous pourrions utiliser le documentaire pour montrer comment l'art peut transformer des vies, raconter non seulement notre histoire, mais aussi celle de tous les enfants du refuge? C'est une idée merveilleuse, » approuva Laure, embrassant sa fille. « Et nous pouvons inclure le processus de construction du centre, montrer comment un projet qui a commencé par la destruction a fini par se transformer en quelque chose de si spécial. » Madame Amélie, qui était arrivée pour accompagner la sortie de son arrière-petite-fille, ajouta « Hélène adorerait ça. Elle disait toujours que l'art n'est pas de créer de la beauté, mais de révéler la beauté qui existe déjà en chaque personne, en chaque histoire. » Un petit tumulte dans le couloir attira l'attention de tous. C'était le groupe d'enfants du refuge mené par Pierre, apportant une bannière colorée où on pouvait lire « Bienvenue de retour à la vie, professeur Béat ». Chaque enfant portait un ballon et un dessin, transformant le couloir de l'hôpital en une galerie d'art improvisée. « Professeur » demanda Béatrice émue. « Oui » répondit Pierre avec enthousiasme. « La dame du refuge a dit que tu vas donner des cours d'art quand tu seras plus forte. Et regarde. » Il tendit un papier officiel. « On a déjà 15 enfants inscrits pour les premiers cours. » François prit le papier, l'examinant avec intérêt. « En fait, je pense que nous pouvons commencer avant même que le centre ne soit terminé. Il y a un espace au cabinet que nous n'utilisons pas. » Il s'interrompit en voyant les regards surpris. « Quoi? Même moi j'ai compris que l'art n'attend pas que les murs soient prêts pour exister. » Laure serra son père dans ses bras, ressentant à ce moment tout l'amour qui avait été réprimé pendant tant d'années. « Papa, tu n'as pas idée à quel point tu as changé. »« Si, je le sais, » répondit-il doucement. « J'ai changé exactement dans la mesure où j'ai permis à l'amour de rentrer à nouveau dans ma vie. Ta mère avait raison. Parfois nous devons tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. » Le docteur Marine entra dans la chambre une dernière fois, portant les documents de sortie. En voyant la petite fête improvisée dans le couloir, elle se contenta de sourire et commenta « Vous savez, dans toutes mes années de médecine, je n'ai jamais vu une guérison aussi belle. Vous avez transformé une chambre d'hôpital en une œuvre d'art vivante. » Béatrice, déjà assise dans le fauteuil roulant qui l'emmènerait jusqu'à la voiture, protocole hospitalier, malgré ses protestations affirmant qu'elle pouvait marcher, tenait le pendentif en forme de pinceau d'une main et un nouveau bloc de dessin de l'autre. Sa première esquisse, après sa sortie, serait du moment exact où elle franchirait les portes de l'hôpital, non comme un adieu, mais comme le début d'un nouveau chapitre. « On y va ?» demanda François, se positionnant derrière le fauteuil roulant. « Allons-y » répondit Béatrice, ses yeux brillants d'anticipation. « Nous avons beaucoup de toiles vierges qui nous attendent. » Et ainsi, sous une pluie de pétales de fleurs, que les enfants du refuge jetaient, idée de Pierre bien sûr, la famille quitta l'hôpital Sainte-Claire. Dans le ciel,
Des nuages blancs dansaient contre le bleu intense, formant des dessins qui semblaient avoir été peints par Hélène elle-même. 6 mois passèrent, comme des coups de pinceau rapides sur une toile du temps. Le Centre Hélène, Valence d'Arts et de Justice sociale, était prêt pour son inauguration, sa façade moderne harmonieusement intégrée au charme historique de l'ancien refuge. Dans le jardin fraîchement planté, un jeune arbre poussait à côté d'une fresque collective, peinte par les enfants sous la direction de Béatrice. Le matin de l'inauguration, Laure trouva sa fille assise dans le nouvel atelier principal, contemplant une toile vierge. L'espace était exactement comme elle l'avait rêvé. De larges fenêtres laissaient la lumière naturelle inonder l'environnement. Des étagères présentaient des matériaux d'art organisés par couleurs et les murs arboraient un mélange d'œuvres, des peintures, des enfants du refuge aux quelques toiles originales d'Hélène, soigneusement préservées par Madame Amélie. « À quoi penses-tu, mon amour ?» demanda Laure, s'asseyant à côté de sa fille. « Je réfléchis à comment peindre ce moment, » répondit Béatrice, ses doigts caressant légèrement la toile blanche. « Je veux capturer non seulement ce que nous voyons, mais tout ce que nous avons ressenti pour arriver jusqu'ici. » À l'extérieur, les préparatifs pour la cérémonie d'inauguration battaient leur plein. Sophie coordonnait une équipe de journalistes, tandis que Pierre et les autres enfants du refuge, désormais vêtus de tabliers personnalisés avec le logo du centre, aidaient à organiser l'exposition inaugurale. François apparut à la porte de l'atelier, déjà habillé pour la cérémonie, mais sa cravate était de travers. Certaines choses ne changeaient jamais. « Je peux entrer ?» demanda-t-il, bien qu'il soit déjà à l'intérieur. « J'ai apporté quelque chose de spécial pour que vous le voyiez avant l'inauguration. » Il portait un vieux dossier et une enveloppe. Du dossier, il sortit le projet original du centre, dessiné par Hélène tant d'années auparavant. De l'enveloppe émergea une photographie que personne n'avait vue auparavant. Hélène, enceinte, peignant la première fresque du refuge, son sourire radieux capturé pour l'éternité. « J'ai trouvé cela dans les archives personnelles de Marcel, » expliqua François. Il a demandé que ce soit inclus dans l'exposition. Il a dit que c'était sa façon de commencer à réparer les choses. Laure toucha la photographie avec affection. Elle était si heureuse ici, si pleine de rêves. Ses yeux rencontrèrent ceux de son père, exactement comme nous le sommes maintenant. Béatrice, qui était restée silencieuse, commença soudainement à préparer ses peintures. « Je sais ce que je vais peindre », annonça-t-elle, ses mains bougeant avec un objectif renouvelé. « Je vais peindre notre histoire, non pas comme elle a été, mais comme elle est maintenant, renaissant à travers l'art et l'amour. » Les premiers coups de pinceau apparurent sur la toile. Des tons chauds de jaune et d'orange, comme une aube prometteuse. François et Laure observaient en silence, tandis que la jeune artiste travaillait, ses mains dansant sur la toile avec la même grâce qu'Hélène montrait dans ses œuvres. Madame Amélie entra dans l'atelier appuyée sur sa canne, apportant avec elle l'ancien cahier de méthode d'enseignement d'Hélène. « Regardez ce que j'ai trouvé marquant l'une des pages », dit-elle, sortant un petit dessin. C'était une esquisse rapide faite par Hélène. 3 générations de femmes peignant ensemble, avec la notation « Un jour, ce rêve deviendra réalité ». La matinée avançait, et avec elle l'atelier se remplissait de gens. D'abord les enfants du refuge, puis les professeurs bénévoles, ensuite les représentants des institutions partenaires. Tous s'arrêtaient pour observer Béatrice travailler, hypnotisée par la façon dont la peinture prenait vie. Au centre de la toile, un arbre majestueux s'élevait. Ses racines étaient formées de pinceaux et de vieux papiers, son tronc fait de mains entrelacées, et ses branches s'ouvraient dans toutes les directions, portant non pas des feuilles, mais de petites toiles où différentes histoires se déroulaient. Dans chacune d'elles, un fragment de vie, des enfants peignant, des personnes âgées enseignant, des familles se retrouvant. C'est l'arbre de vie que grand-mère Hélène a peint au refuge, expliqua Béatrice, sans quitter son travail des yeux. Mais maintenant il a grandi, et ses histoires se sont multipliées. Pierre, qui observait fasciné, pointa un détail dans le coin de la toile. « Regarde, tu nous as peint. » Les cours d'art, nos dessins. En effet, Béatrice avait inclus chaque enfant du refuge dans son œuvre, chacun avec son propre pinceau, chacun racontant sa propre histoire. Sophie passa la tête dans l'atelier. « C'est l'heure » annonça-t-elle. Doucement. Les invités arrivent.
Béatrice donna ses derniers coups de pinceau. Une touche de lumière ici, une ombre accueillante là. Finalement, dans le coin inférieur de la toile, elle signa son nom et ajouta une petite dédicace. Pour Hélène, qui nous a enseigné que l'amour et l'art sont une seule et même chose. Laure serra sa fille par derrière, ses larmes silencieuses tombant sur le tablier taché de peinture. François s'approcha, posant une main sur l'épaule de chacune. Pendant un moment, tous contemplèrent la peinture en silence, sentant la présence d'Hélène planer au-dessus d'eux comme une bénédiction silencieuse. La cérémonie d'inauguration du centre Hélène Valence se transforma en une célébration de vie, d'art et de rédemption. Le vaste hall d'entrée où François avait autrefois prévu de construire une réception froide et corporative accueillait maintenant des centaines de personnes avec ses murs couverts de couleurs et d'histoire. La peinture de Béatrice occupait la place d'honneur, juste à l'entrée principale. À côté, une plaque discrète racontait l'histoire du centre, pas seulement les faits, mais le voyage émotionnel qui avait transformé un projet de démolition en un phare d'espoir pour la communauté. François monta sur la petite scène improvisée pour son discours d'inauguration. Pour la première fois de sa carrière, il n'avait pas de papier dans ses mains, ni de mots répétés, seulement son cœur ouvert, prêt à partager une vérité longtemps gardée. Il y a quelques mois, commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, j'étais sur le point de commettre la plus grande erreur de ma vie. Je prévoyais de détruire cet endroit, d'effacer ses souvenirs, ses rêves, ses couleurs. Mais le destin, ou peut-être Hélène, avec sa sagesse éternelle, avait d'autres plans. Ses yeux trouvèrent Béatrice au premier rang, assise entre Laure et Madame Amélie. Sa petite fille souriait de ce même sourire qui l'avait tant impressionné, cette nuit pluvieuse, il y a si longtemps. Ce centre n'est pas seulement un projet architectural ou une institution sociale. C'est un témoignage vivant de la façon dont l'amour peut transformer nos plus grandes erreurs en nos plus grandes réussites. Chaque pièce, chaque couloir, chaque pinceau ici porte une histoire de rédemption et d'espoir. Les portes du centre furent officiellement ouvertes et le public fut invité à explorer les espaces. Au rez-de-chaussée, le refuge rénové brillait d'une vie nouvelle. Les anciens murs écaillés avaient cédé la place à des fresques colorées, mais un morceau de la peinture originale d'Hélène avait été préservé, protégé par un panneau de verre, un rappel constant des racines du projet. Au premier étage, la galerie d'art présentait une combinaison unique d'œuvres, les travaux des enfants du refuge côte à côte, avec des toiles originales d'Hélène et de Laure, racontant une histoire d'héritage artistique et de renouveau. Dans un coin spécial, protégé par une vitrine, se trouvait l'ancien cahier de méthode d'enseignement d'Hélène, ouvert à la page où elle avait écrit ses espoirs pour l'avenir. Pierre guidait un groupe de visiteurs à travers l'aile éducative, expliquant fièrement comment les cours d'art avaient changé sa vie. « Avant, je ne voyais que des problèmes », disait-il, ses yeux brillants. « Maintenant, je vois des possibilités dans toutes les couleurs. » Dans le jardin arrière, où le jeune arbre poussait fort, Laure trouva un moment de paix. Assise sur un banc, elle observait les gens circuler, chacun emportant avec lui un peu de la magie de cet endroit. François la rejoignit, s'asseyant silencieusement à ses côtés. « Tu sais, papa, dit-elle après un moment, maman disait toujours que l'art est la façon dont l'amour a trouvé de se rendre visible. Je crois que je comprends enfin ce qu'elle voulait dire. » Béatrice s'approcha d'eux, portant son inséparable bloc de dessin. « Regardez ce que j'ai trouvé affiché sur le tableau d'affichage du refuge, dit-elle, montrant un dessin enfantin. C'était l'œuvre d'un des plus jeunes enfants, représentant une famille colorée et heureuse. En haut de la page, en lettres tremblantes, était écrit « Ma nouvelle famille du centre Hélène ». Madame Amélie, qui observait la scène depuis son fauteuil roulant, sourit à travers ses larmes. Hélène a toujours su que cet endroit serait plus qu'un refuge ou une école d'art. Elle le voyait comme un point de rencontre, pour que les âmes perdues retrouvent leur chemin vers la maison. L'après-midi avançait, peignant le ciel avec les couleurs du crépuscule, le moment préféré d'Hélène pour peindre. Dans l'atelier principal, Béatrice rassembla un groupe d'enfants pour le premier cours officiel. Ses yeux brillaient, du même enthousiasme que sa grand-mère montrait en enseignant. « Avant de commencer, dit-elle aux enfants, je veux vous raconter une histoire. L'histoire de comment l'art peut construire des ponts là où il y avait des murs, de comment l'amour peut peindre de nouveaux futurs,
même sur les toiles les plus abîmées de la vie. François, Laure et Madame Amélie observèrent depuis la porte, leur cœur débordant d'émotion. À ce moment, tandis que Béatrice distribuait des pinceaux et guidait de petites mains impatientes, la présence d'Hélène semblait plus forte que jamais, non comme une ombre du passé, mais comme une lumière guidant l'avenir. Le centre Hélène. Valence ouvrait ses portes non seulement comme un espace physique, mais comme un testament vivant, que l'amour, l'art et la justice peuvent, ensemble, créer des chefs-d'œuvre de transformation sociale. Et dans chaque coup de pinceau, dans chaque sourire, dans chaque vie touchée par cet endroit, l'histoire d'Hélène continuait de vivre, peignant de nouveaux chapitres d'espoir sur la grande toile de la vie.